Jean-François Routhier est animateur radiophonique depuis plusieurs années. Depuis son adolescence, un problème de poids lui occasionne plusieurs désagréments. Désirant prendre sa santé en main, c'est avec détermination qu'il réglera son problème. Voici l'extraordinaire histoire de Jean-François Routhier. En fait, je suis né à l'Ancienne-Lorette, dans le quartier Champigny, sur la rue Sainte-Famille, une résidence de 2 étages que mon père avait construite. Puis après l'âge de 2 ans, on a déménagé dans un quartier résidentiel plus familial, je dirais Les Saules, sur la rue Jacques-Crépeau. Puis j'ai été élevé là, dans cette maison-là, jusqu'à temps que je quitte pour voler de mes propres ailes. J'ai 2 sœurs, Marie-Josée, qui est l'aînée, et Caroline, qui est la cadette. Puis au fil du temps, mes parents ont beaucoup donné au suivant. D'ailleurs, mon père, les week-ends, prenait le temps de regarder le journal. Puis il y avait des causes au palais de justice qui concernaient le tribunal de la jeunesse, des enfants abandonnés, où des parents divorçaient, puis la garde était redonnée à l'État. Donc mon père allait recueillir puis ramener à la maison ces jeunes garçons-là, qui étaient entre 9 et 17 ans. Donc, à ce moment-là, ils sont venus rester à la maison et au cours de ces 10-12 ans-là, j'ai eu 40 frères différents. 40 garçons qui sont venus rester à différents moments, des fois quelques semaines, le temps de se rétablir, de trouver un membre de leur famille qui pouvait les accueillir. Parfois, ils restaient plus longtemps. J'ai vu, entre autres, un gars qui est resté 7-8 ans. C'est lui qui m'a appris à aimer la musique parce qu'il jouait de la guitare. En même temps, mais comme garçon, comme jeune garçon de 6, 7, 8, 9 ans, je me posais plein de questions. Je me demandais si j'étais assez à la hauteur d'être le fils de mon père parce que je me disais, pourquoi il va chercher autant de garçons alors qu'il y en a déjà un? Puis visiblement, au fil du temps, en devenant adulte, cette réflexion-là m'a continué à m'alimenter jusqu'au jour où je réalise que finalement, c'était pour donner au suivant. C'était pour donner des chances à des jeunes qui l'avaient peut-être pas eu facile. Parce que comme mes sœurs le disent souvent, pour mon père, sans qu'ils me le disent, j'étais sa 8e merveille du monde. Moi, j'ai commencé à être victime d'intimidation vers l'âge de... Je fréquentais la 3e, 4e année du primaire. Puis, je réalisais aussi que quand on était autour de la table, si je voulais du dessert, il fallait absolument que je termine mon assiette. Donc ça a créé à un certain moment donné de outre-manger ou de manger plus que la capacité que je pouvais absorber. Puis ça, c'est une roue qui tourne. Donc j'ai commencé à prendre du poids. Puis en prenant du poids, j'ai encore été davantage victime d'intimidation. Il y avait des activités sportives à l'école. J'avais beau avoir le cœur grand pour participer, puis je voulais donc, mais je remportais jamais aucune des compétitions. Puis là, ça créait une certaine frustration. Quand je suis arrivé au secondaire, mon père m'a envoyé à l'école privée. J'étais encore là, victime d'intimidation parce que j'étais en surpoids. Finis ton assiette si tu veux du dessert. Alors que le dessert, ça représentait la récompense, le volet sucré. J'ai toujours été une bébête à sucre, j'ai toujours aimé ça. Donc, évidemment, je mangeais plus pour avoir le dessert. Secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, évidemment, plus je mange, plus je prends du poids. Puis, évidemment, l'intimidation continue. Puis après le secondaire 3, mes résultats scolaires sont plus très bons. Je suis dans une école privée, donc tu dois performer. Puis mon père décide de me retirer de l'école privée parce que j'ai pas de résultats scolaires. Pourtant, lui, il comprend pas. Il me dit, t'es un gars brillant, t'es un gars intelligent. Je comprends pas que t'aies pas de résultats. Mais je réussis pas à mettre des mots sur ce que je vis, sur l'intimidation que je vis. Pour moi, c'est juste normal que je quitte l'école privée au profit de l'école publique. À l'école publique, là, j'arrive en secondaire 4, je suis presque un extraterrestre, j'arrive d'un autre milieu que personne ou à peu près me connaît, et encore là, victime de surpoids, et encore l'intimidation qui continue, jusqu'en secondaire 5. En secondaire 5, je réalise que j'en ai assez de l'intimidation. Dans le corridor qui nous amène vers l'auditorium, il y a toujours une gang de gars qui sont là, et il y en a un qui doit mesurer à peu près 6 pieds 2, 6 pieds 3. Je me présente devant lui, puis j'ai dit « Je t'en veux pas, tu m'as rien fait, mais j'ai pas le choix. » Puis là, je me ferme le poing, puis je lui donne un coup de poing direct sur le nez. Ce que ça a provoqué chez les autres, ça a été la fin de l'intimidation presque instantanée, parce qu'ils se sont dit « S'il attaque le plus gros puis le plus grand de l'école, il peut attaquer n'importe qui d'autre. »
J'ai revu ce gars-là, il était marié avec des enfants, puis on était mort de rire parce que cette situation-là, lui aussi l'avait très bien compris, puis lui aussi avait vécu de l'intimidation parce qu'il était plus gros, il était plus grand que les autres, donc il était toujours dans une classe à part, lui aussi, il avait très bien compris ce phénomène-là. Vers l'âge de 12 ans, durant un match de hockey, j'ai mal au ventre, puis je fais une péritonite. Donc, on me transporte à l'hôpital d'urgence, puis j'ai failli mourir cette soirée-là. C'était un samedi soir, mais moi, j'en avais pas conscience. J'étais presque dans le coma, là, quand j'ai été opéré d'urgence. Sauf que le lendemain, puis le surlendemain, le médecin a dit à mes parents, « Il est venu proche mourir, vous avez été chanceux. » Et là, j'ai réalisé toute l'importance de ce que j'avais dans ma famille. J'avais ce que je voulais. Tout le monde s'occupait de moi. J'étais aux petits soins, aux petits oignons. Je voulais avoir de la gomme, je voulais avoir des bonbons, des croustilles, du chocolat. Il n'y en avait pas de problème. Sauf qu'au fil du temps, ben la roue continue, surpoids, puis qu'on traîne ça, ce poids-là, puis on réalise pas tout ce que ça comporte. Je me suis mis à fumer. J'avais un surpoids. Et là, avec des chums, on a commencé à faire des concours de bouffe. Qui mangerait le plus? Donc, un soir, à un moment donné, on fait un concours. Il y a un restaurant rapide qui ouvre et il fait les burgers à 1 $. J'ai mangé 8. Mais il y avait un gars à côté de moi qui devait peser à peu près 112 livres. Lui, il en a mangé 11. J'arrivais pas à comprendre pourquoi un petit bonhomme comme lui pouvait en manger 11, alors que moi, j'en mangeais 8. J'ai mangé un club par-dessus juste pour m'assurer que j'avais gagné la compétition. C'était complètement fou. Il n'y avait pas de limite. C'était comme normal de toujours manger. Puis c'était réconfortant de manger. J'étais heureux, je mangeais. J'étais malheureux, je mangeais. J'étais choqué. Tout était un prétexte à ça. Puis là, ben, je réussis pas à pogner avec les filles. Ça marche pas. Puis je comprends pas trop, mais le problème de poids est toujours présent. Je décide que je vais faire des régimes. J'ai la solution miracle, je vais faire des régimes. 1, puis 2, puis 3. Ça marche. Mais dès que j'arrête, je reprends ce que j'ai perdu et plus. À la fin du secondaire, je dois décider quel sera mon choix de carrière. Donc, j'ai 3 de mes cousins qui sont dans la Gendarmerie royale du Canada, puis le métier de policier m'a toujours intéressé. Donc, je décide d'appliquer à la GRC. Sauf que l'année où je donne ma candidature, évidemment, le problème de poids est considérable pour eux. Sauf qu'on me répond, bien, cette année, on engage davantage de jeunes femmes, donc ça va aller à l'an prochain avant qu'on te recrute pour aller à Regina. Mais entre-temps, mon père me dit, tu rentres au cégep. J'avais commencé à faire de la radio étudiante à Polyvalente. Je trouvais ça le fun. J'ai dit, tiens, je vais aller en communication. Et quand je suis arrivé à la fin de mon cours, je devais faire un stage. Je me suis dirigé vers la radio parce que mon père connaissait le directeur général à l'époque de CFLS à Lévis. J'ai été faire mon stage là. Quand je suis rentré pour faire mon stage, le directeur me dit « Qu'est-ce que tu veux faire ici? » De répondre « Ben, je vais vous donner une chance, mais un jour, c'est votre place que je veux. » Il me dit « Tu commences demain. » C'est comme ça que ça a commencé. Après, durant mon stage, la GRC m'appelle pour m'offrir la formation à Regina. Je refuse. Mon père me dit « Je comprends pas pourquoi tu veux pas y aller. » J'adore le métier de la radio. Je vais faire de la radio. Puis après mon stage à CFLS, on me dit, on a une station à Sainte-Marie-de-Beauce qui s'appelle CJVL. Tu vas aller là, puis tu vas aller faire tes classes, tu vas aller apprendre, puis quand tu seras bon, on viendra te rechercher. Je suis resté à CJVL à peu près 1 an et demi. J'ai tout appris, là. Vraiment les bases du métier de la radio, que ce soit au niveau de l'animation, la salle des nouvelles. Mon surnom, c'était le gars de la cave, parce que j'étais toujours au sous-sol en train de jouer dans les fils, parce qu'il y avait des émissions en direct. J'allais installer les équipements, je revenais à la station pour faire la mise en onde. Puis à cette époque-là, ben là, c'est peut-être une époque dinosaure, mais il y avait des disques. Il y avait des 45 tours puis des 33 tours. C'était plus numérique comme ça l'est maintenant aujourd'hui. À travers ça, des régimes alimentaires. Parce que je veux perdre du poids, parce que je veux pogner avec les filles, parce que moi aussi, je veux être comme les autres. Mais ce surpoids-là a toujours été bien présent. Après CJVL, je suis retourné à CFLS à Lévis. Là, on est en 84, juin 84. Puis je suis resté là jusqu'en 88 parce qu'ils ont demandé une licence du CRTC parce qu'on était au AM. On a demandé un FM qu'ils n'ont pas obtenu. Puis la station a fermé. Fait que je me suis retrouvé sans emploi.
je me suis retrouvé dans une compagnie de café. On livrait le café dans des commerces, dans des entreprises. Puis durant ce boulot-là, j'ai rencontré la mère de mon fils, avec qui donc j'ai eu Jérôme, qui aujourd'hui a 34 ans, qui lui a un fils. Je suis donc papy depuis 2 ans maintenant. C'est un boulot extraordinaire. Puis il y en a un deuxième en route. Ça, c'est un autre beau cadeau de la vie. Donc j'ai rencontré la mère de mon fils, avec qui on a fait un bout de chemin ensemble. Puis après un certain temps, ça ne fonctionnait plus, on s'est laissé. Mais j'ai été père monoparental pendant quelques années, puis ça, bien, ça sortait encore une fois de l'ordinaire. Puis j'ai toujours eu un parcours où j'ai sorti de l'ordinaire. Mon surpoids, ça sortait de l'ordinaire. Les boulots que j'ai faits, souvent, ça sortait de l'ordinaire. Puis d'être papa monoparental, ça sortait aussi de l'ordinaire. Mais je continuais toujours à faire attention, les régimes, jusqu'au jour où je me suis décidé, je suis tanné de faire des régimes. J'ai continué le boulot à travailler pour la compagnie de café et ça m'a emmené à Sainte-Marie. J'ai toujours un attachement pour la Beauce. Fait que quand je venais livrer du café à Sainte-Marie, j'en profitais pour aller voir mes amis à CJVL, leur dire bonjour, comment ça va. Puis de fil en aiguille, il y a eu une place pour remplacer les week-ends. Ça te tente-tu? Oui, ça m'intéresse. Donc, je faisais le café la semaine, puis je venais travailler à CJVL les fins de semaine, le samedi. À un moment donné, on m'a demandé de remplacer quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, Patrice Moore, qui faisait l'émission du matin. Lui devait être opéré, puis on me dit, il va être arrêté 6 semaines, est-ce que tu veux le remplacer? Oui, je suis prêt à le remplacer. Puis entre-temps, j'ai laissé la compagnie de café au profit de l'abattoir Olimel à Vallée-Jonction. Je suis venu travailler avec des amis à l'abattoir, puis à ce moment-là, le quart de travail, c'était de 21h à 5h30 du matin. C'était parfait dans mon horaire, parce qu'à CJVL, je commençais à 6h30. Donc, je quittais l'abattoir à 5h30 et je m'en venais à CJVL à 6h30 jusqu'à 9h. Puis à 9h, bien, j'allais me coucher. Après les 6 semaines de remplacement de Patrice, on est au mois d'octobre, puis il y avait un voyage organisé par un groupe de Saint-Bernard aux éboulements dans Charlevoix. Et malheureusement, bien, est arrivé le tragique événement de l'accident et j'ai dû remplacer davantage Patrice parce qu'il y avait des membres de sa famille qui étaient à bord de l'autocar. Donc, j'ai remplacé encore un autre 6 à 7 semaines de plus qui avait été initialement prévu. Ça a été marquant dans ma vie parce qu'à cette époque-là, on livre des avis de décès à la radio. J'ai fait des avis de décès pendant 27 minutes. J'avais jamais vécu ça de ma vie, puis je ne revivrai jamais ça, puis je ne veux pas le revivre non plus. Je me souviens aussi qu'on avait gardé 1 minute de silence à la mémoire des gens de Saint-Bernard. À la radio, on nous apprend qu'un blanc de quelques secondes, ça passe pas. Là, pendant 1 minute, ça a été un silence. Ça aussi, ça a été marquant, cet événement-là, pour moi. Par la suite, bien évidemment, la radio a fait en sorte que je remplaçais encore de temps en temps. Je travaillais à l'abattoir, mais je remplaçais de temps en temps à CJVL jusqu'au jour où ils sont devenus FM. On est donc passé de CJVL 1360 à Chèque FM 101.3. La station a ouvert en novembre 98. Moi, j'ai été officiellement engagé en mars 99. Le 20 mars 99, je faisais les week-ends, samedi, dimanche. En octobre 99, ben la station a changé de main. Et à ce moment-là, le patron qui était là m'a offert un poste à temps complet. J'ai donc quitté l'abattoir au profit de Chèque 101.3 et j'y suis officiellement à temps plein depuis le 19 octobre 99. Au FM 101.3, j'ai fait de la production publicitaire. J'ai fait presque la totalité des plages horaires. J'ai fait la nuit, j'ai fait les week-ends, j'ai fait la semaine. Puis dernièrement, je fais l'émission du matin depuis 3 ans. Et je fais aussi le département des ventes. Je suis représentant publicitaire. Donc, comme j'ai touché à peu près à tous les départements, sauf la direction, bien, j'étais en mesure de connaître le produit puis de bien conseiller nos clients. 99, donc, la station démarre sur les chapeaux de roue. Et en 2000, pour le premier anniversaire de la station, il y a un party qui est organisé. Puis là, on fait tirer des billets pour inviter les auditeurs à venir participer au party premier anniversaire. Durant la soirée, c'est moi qui anime avec un de mes collègues cette soirée-là. Et en faisant le tour des tables, je remarque qu'il y a une jolie demoiselle qui est là à une table avec des beaux grands yeux bleus.
Et elle est accompagnée d'une jeune demoiselle que je connais très bien, qui est une amie. On se met à échanger. Et mon collègue de me dire, tu sais, cette jeune femme-là, elle a remporté le concours des plus beaux yeux de la Beauce. C'est comme ça que ça a commencé notre amour, notre aventure. On est ensemble depuis cette date-là. On s'est rencontrés en décembre 99. On s'est mariés en 2002, puis on est ensemble depuis ce temps-là. Elle s'appelle Claudia Lambert. Elle est native de Saint-Ange, terre de rêve. Quand je suis arrivé à Saint-Ange, je me suis dit la meilleure façon d'apprendre à connaître des gens, c'est de faire du bénévolat, c'est de s'impliquer dans la communauté. J'ai fait partie du comité des loisirs pendant 3 ans. Mais ça a ouvert aussi une conscience vers le bénévolat, vers donner au suivant, qui m'avait été enseigné par mon père puis par ma mère. J'ai commencé à m'impliquer auprès du service d'entraide avec Mme Gamache. Je me suis aussi impliqué auprès de jeunes atteints de cancer avec Leucan, la Maison de la famille, la Source, la Fondation du Crépuscule. Puis encore aujourd'hui, je donne un coup de main à ces organisations-là. Je trouve ça extrêmement important de le faire. Puis, je suis aussi membre du conseil d'administration d'Ovacine. Puis, je trouve ça gratifiant. Fait que quand je me couche le soir, puis je dis, si j'ai pu humblement faire la différence pour une personne, c'est mission réussie. Dans ma vie, j'ai toujours voulu avoir ce sentiment-là de me sentir aimé par les autres. Ça a toujours été profond comme sentiment, d'être accepté comme j'étais, d'être aimé surtout par les autres. J'ai eu tendance à faire des choses au-delà de mes capacités, ou en tout cas, je suis allé plus loin parce que justement, je voulais donc être aimé par les autres, par les filles, par les collègues de classe, dans mes équipes de sport. J'ai une grande gueule. À l'école, ça n'a pas toujours été évident parce que je parlais beaucoup, donc l'intimidation prenait beaucoup de place. À la radio aussi, il y a eu des prises de position qui n'ont pas toujours fait l'affaire de tout le monde. Puis, en même temps, ce sentiment-là de vouloir être aimé, ça m'a poussé à fermer ma page Facebook parce que des fois, il y avait des commentaires que je trouvais plates, puis que je me suis dit, je veux pas retomber encore dans cette période-là qui a été l'intimidation. J'ai déjà donné. Vouloir être aimé, ça veut aussi dire s'aimer soi-même, travailler sur sa propre personne. Puis, tu sais, on a beaucoup parlé de régime alimentaire. J'en ai fait 52 dans ma vie. Entre l'âge de 20 ans et 50 ans, il y a eu 4 mois dans ma vie où j'ai pas été privé ou pas été au régime. Je le sais parce que j'ai rencontré une fille qui a changé ma vie, qui s'appelle Nadine Bonneville de Sainte-Marie. Elle est nutritionniste. Et elle me fait beaucoup, beaucoup cheminer. Le rapport que moi, j'ai toujours eu avec la nourriture, c'est, je pourrais comparer ça à quelqu'un qui a un problème d'alcool. Il consomme, il boit parce qu'il veut oublier, parce que ses émotions font qu'il veut boire. Ben moi, c'est la même relation que j'avais avec la bouffe. Donc, elle m'a amené à prendre conscience que j'avais cette problématique-là, parce qu'en plus d'être nutritionniste, elle est aussi psychologue. Puis progressivement, elle m'a amené vers des étudiantes en nutrition qui, elles, ont analysé mon métabolisme pendant plusieurs mois pour arriver à la conclusion que j'avais trop fait de régime dans ma vie, que le corps humain est une machine qui s'adapte. Et là, il y avait un gars au bout de la table qui était avec elle, qui mangeait une pomme, qui jasait pas trop. Je savais pas qui était ce gars-là, jusqu'à temps qu'il me dise « Je suis chirurgien bariatrique. Connais-tu Bernard Voyer? » Je dis « Bernard Voyer, c'est pas le gars qui marche dans le Grand Nord. » Il dit « Oui. Il va à des températures de moins 50 degrés. » Il dit « Je vais te le dire tranquillement pour que tu puisses le comprendre. Tout ce qui le mange, son corps le transforme en gras pour faire de l'isolant. Toi, dans ton cas, tu as tellement fait de régime alimentaire qu'à chaque fois que tu manges du sucre et du gras, ton corps le garde parce qu'il sait qu'il va être privé. » Moi, je dois lui répondre, qu'est-ce qui me reste comme solution? Il me dit la chirurgie bariatrique. En 2021, en pleine pandémie, je me suis retrouvé opéré après 3 ans et demi d'attente pour la chirurgie bariatrique. Mais avec Nadine Bonneville, on a fait un cheminement progressif ensemble pour me faire accepter, mais surtout pour faire en sorte que je ne me retrouve pas dans le 1 %. Parce qu'il y a 1 % des gens qui ont cette chirurgie-là pour qui ça ne fonctionne pas. Je voulais pas aller là. J'ai tellement fait d'efforts, j'ai tellement travaillé sur ma propre personne, je veux pas aller là. Puis on a cheminé ensemble parce que moi, je considère que la chirurgie bariatrique, oui, c'est physique, c'est une opération, mais c'est beaucoup là que ça se passe. Quand on subit cette chirurgie-là, moi, je vais toujours me rappeler, c'était en pleine pandémie, en 2021, je me présente au centre hospitalier,
Puis évidemment, on me prépare avec l'équipe des infirmières à subir la chirurgie. Je devais être opéré à 12h30. Donc vers 9h30, je suis là le matin. Et l'infirmière de me dire, vous savez, cette chirurgie-là, elle est plus importante qu'une opération à cœur ouvert. Là, j'ai resté surpris. J'ai presque hésité de vouloir continuer le processus. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez me dire? Ben, elle dit, il y en a qui restent là sur la table. Puis là, je réalisais que j'avais pas eu le temps de dire salut à mon fils, à ma blonde, sans le réaliser vraiment, une opération majeure. C'est pas tout le monde qui réussit à passer à travers ça. Il y a des gens que je connais, malheureusement, qui ont repris du poids parce qu'ils n'ont peut-être pas suivi les consignes ou ils n'étaient pas prêts. Moi, j'ai été chanceux, j'ai été très bien préparé. Mentalement, quand ça a été le temps de la chirurgie, j'étais prêt. Parce que ce qu'il y a par la suite, c'est réapprendre à manger, réapprendre à boire. Au début, là, je perdais 11 livres par jour. Je dirais au plus gros que j'ai pesé, c'est 389 livres. Avec Nadine, on a baissé à 339, première étape. J'ai recommencé l'entraînement au gym et la veille de l'opération, quand je me suis présenté à l'hôpital, je pesais 298 livres. Je suis descendu jusqu'à 156 livres. À 156 livres, l'équipe médicale m'a dit, là, t'as trop maigri. Faut que tu réengraisses. Mais moi, j'ai dit, je suis le régime alimentaire que vous m'avez donné. Les 6 premières semaines, tu manges pas. C'est que du liquide. Pour laisser le corps retrouver son énergie puis sa forme. Ça a été salutaire. Ça m'a sauvé la vie. J'ai pas fait de diabète. J'ai pas fait de pression. En 2018, j'avais eu un petit pincement dans le creux de l'épaule en pelletant l'hiver. Puis mon médecin m'a dit, il y a quelque chose là, on va aller voir. Et j'avais une artère de boucher à presque 75 %. Il y avait du calcaire dans ça. Et quand ils ont débouché, ils ont rentré par une veine ici. Puis le médecin me dit, est-ce que tu fumes? J'ai dit, ça fait 8 ans que j'ai arrêté. Bien, il dit, ça fait 8 ans que tu as ça là. J'ai arrêté le 1er octobre 2010, puis j'ai pas recommencé. Donc ça aussi, ça a fait partie de mon cheminement. Mais la chirurgie bariatrique, ça a fait toute la différence pour moi. Je prenais 52 de pantalon, je prends 30. Je prenais des chandails 3X, je prends médium. Je suis venu proche de prendre du small, mais c'était trop petit. Mais tout ça pour dire que je suis très content de l'avoir fait. J'ai augmenté ma qualité de vie d'au moins 20 ans. J'en ai 61 aujourd'hui. Puis quand je vois mon petit-fils, puis bientôt un autre petit pou qui s'en vient, je me dis, il faut que je sois là pour eux. Donc je vais tout faire pour y arriver. J'ai perdu facilement 216 livres. Je suis allé au gym, je l'ai mis sur une barre, 216 livres. J'ai voulu la lever, j'ai pas été capable. Mais partout où j'allais, je le traînais. C'était phénoménal, ça. Quand tu réalises que ce surpoids-là, là, partout où j'allais, il était toujours présent. Puis là, je suis pas capable de le lever. Quand j'ai été opéré, je me suis demandé pourquoi je le faisais, mais surtout pour qui? Pour le regard des autres ou pour être bien avec qui je suis? Puis je réalise aujourd'hui que j'ai atteint mes objectifs. Je fais de la radio à temps plein. Je fais du bénévolat. J'ai une famille extraordinaire. Ma blonde, mon fils, mon petit-fils, la conjointe de mon fils. Je suis vraiment choyé. Donc aujourd'hui, j'ai atteint mes objectifs. Je suis très content. Puis enfin, je suis comme les autres. Jean-François Routhier a franchi différentes étapes pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, il s'épanouit dans toutes les sphères de sa vie et grâce à son grand cœur, il continue de redonner à la société. C'est ça la vie.